L'odeur de l'eau chaude et de la cendre délayée dans le hammam se mêle à celle de la lotion, aux agrumes utilisés pour rincer les cheveux. La vapeur est basse et, sur la pierre lisse, on voit des gouttes d'huile former une fine pellicule qui s'écoule dans les gouttières. À l'entrée, des serviettes en lin sèchent sur un cintre en bois, à côté de petites bouteilles en argile au parfum intense. Eau de myrte pour le corps, rose infusée pour les cheveux, musc légèrement âcre mélangé à de l'ambre gris. Des parfums qui ne sont pas destinés au secret, mais au statut social. Dans les boutiques de la ville, on discute des coiffures. Faut-il couvrir le front et les oreilles? Couper court les tempes? Laisser la nuque dégagée? Lors des réceptions, ce ne sont pas les bijoux qui comptent, mais l'éclat de la propreté. Ongles soigneusement limés, joues fraîchement rasées, cheveux doucement coiffés. Ici, la propreté n'est pas une question d'intimité, mais une forme de pouvoir, comme un manteau ou une bague avec un sceau. La nouvelle mode est portée comme un signe d'accès à la cour, et elle ne sent pas les sucreries, mais l'ordre. Bonjour à tous les spectateurs, je suis ravi de vous retrouver. N'hésitez pas à indiquer dans les commentaires depuis quel pays et quelle ville vous regardez cette émission, afin que nous puissions visualiser la géographie de la conversation. Je vous souhaite une écoute sereine mais attentive. Nous allons maintenant voir comment, à Cordoue au IXe siècle, le soin apporté à son apparence est devenu une politique du corps. Pourquoi cela a provoqué une tempête de moralisation? Et comment la ville a répondu non pas par des sermons, mais par des règlements sur les bains et des barèmes fiscaux. Cordoue, à la cour de l'émir, vit entre l'eau et la chaleur. Sur les rives du fleuve, les tanneries fument, l'odeur de l'écorce tannée et de la chair en décomposition se répand avec le vent et s'installe dans les quartiers. Sur les marchés, on soigne les maux de gorge avec du vinaigre de vin et du miel. Et au début du printemps, la ville tousse comme un seul organisme. Dans de telles conditions, l'hygiène n'est pas un luxe, mais une nécessité. C'est pourquoi une règle apparaît à la cour, qui sera plus tard attribuée à un seul dandy, mais qui sera en réalité appliquée par tout un réseau de domestiques, d'artisans de la cour et d'ordre. Les cheveux doivent être soignés et adaptés à la saison. Les ablutions doivent être divisées en matin et soir avec des infusions différentes. Pour les réceptions, porter des vêtements adaptés à la saison, des tissus chauds par temps froid, légers par temps chaud. S'abstenir des odeurs fortes de cuisine les jours d'audience, afin que la salle ne soit pas envahie par la vapeur des plats chauds. Dans les maisons privilégiées, on trouve des récipients séparés pour la poudre dentifrice et des vases contenant des décoctions concentrées pour se rincer la bouche. Des copeaux de bois parfumés sont placés à côté des peignes. Tout cela n'est pas une question de luxe, mais de fonctionnement de la cour.
où chaque corps doit être un mécanisme propre. C'est ainsi que le soin apporté à son apparence devient le langage de la cour. Lors des réceptions matinales, l'ordre des mots n'est pas le seul élément important. L'ordre de la peau l'est également. Les mains ne doivent pas porter les traces du travail de la veille. Les cheveux ne doivent pas sentir la fumée. Les mèches doivent être bien coiffées. Les barbiers de la cour acquièrent un statut comparable à celui des scribes. Ils sont responsables du visage et des cheveux des personnes qui seront visibles lors des audiences. Le rythme change dans les bains publics. Les premiers à entrer sont ceux qui travaillent à la cour, puis les artisans et les commerçants, et enfin les autres adultes. Les femmes ont des horaires et des entrées séparées. Tout est prescrit dans les moindres détails afin que la propreté devienne une discipline et non un caprice. Sur les marchés, le contrôle des parfums contrefaits est renforcé. Le mutasib vérifie si l'eau de rose n'est pas diluée, si de la graisse rance n'est pas mélangée aux onguents parfumés. La contrefaçon n'est pas punie par un sermon, mais par une amende et la confiscation des marchandises. Le mythe aime associer ce mot à la débauche, mais le document montre une chose simple. L'appartenance au cercle du pouvoir est indiquée par l'apparence de la peau et des cheveux. Le premier revirement préparé semble beau en apparence, mais est en réalité sévère. Les savants traditionnels déclarent que les parfums et les coiffures trop sophistiquées constituent une menace pour la modestie, et les fonctionnaires chargés de la moralité urbaine reprennent les anciennes plaintes des artisans contre les tentations des bains. Dans leur vocabulaire, ils expriment leur souci de la bienséance, mais en réalité, ils se battent pour le droit de fixer la norme. Si le soin apporté à son apparence est déterminé par la cour, cela signifie que le pouvoir du goût passe de la prédication à l'emploi du temps et à la tarification. Cela ne convient pas à ceux qui ont l'habitude de considérer la modestie comme l'apanage des ascètes. Ils ont recours à des techniques rhétoriques. La propreté est qualifiée de luxure, la propreté de débauche, le parfum d'appât. Mais plus la vague moralisatrice est forte, plus la réponse de la cour est perceptible. La propreté est défendue comme une civilisation, non pas comme un luxe, mais comme une surveillance de soi qui facilite la vie en communauté. Les règlements des bains publics prévoient des horaires précis et interdisent le bruit et l'ivresse. Les gardes ne surveillent pas les cheveux, mais l'ordre, mais cela s'adresse précisément aux fauteurs de troubles. Vos craintes seront étouffées par des règles, et non par des interdictions concernant l'eau et les odeurs. Le deuxième revirement préparé est d'ordre économique. Les parfums, les huiles, les tissus, les instruments des barbiers et les accessoires de bain sont tous des catégories imposables. Là où le moraliste voit un péché, le trésorier voit une taxe. Les revenus des bains publics augmentent dans la ville
Les droits d'importation sur les résines et les huiles rares sont consignés dans les registres, et les serviteurs de la cour sont répartis dans les ateliers. Certains peuvent servir lors des réceptions, d'autres ont accès à des infusions spéciales, d'autres encore ne travaillent que sur les marchés. Ainsi, la modestie devient non seulement une question d'étiquette, mais aussi d'économie. Les tissus modestes, d'une certaine coupe et d'une certaine couleur, sont privilégiés dans les listes d'achat de la cour, tandis que la variété ostentatoire s'avère désavantageuse, car elle n'est pas autorisée dans les salles. À la place du vieux mythe, l'Orient est synonyme de débauche. Une nouvelle réalité émerge. La propreté comme discipline, payée sur facture et réglementée par les registres municipaux. L'hygiène à Cordoue n'est pas un salut sans conséquence. L'eau n'est chaude que dans les hammams, mais froide à la maison. En hiver, beaucoup attrapent froid sur le chemin du retour. Les barbiers coupent les cheveux en trop, mais avec les mêmes couteaux qui ont servi à aiguiser les plumes la veille. Parfois, une inflammation apparaît sur le cou à cause d'une huile bon marché, et les gens la soignent avec de la mie de pain et du vinaigre, laissant des cicatrices. Dans les petits hôpitaux près des bains publics, des adultes souffrent de fièvre et de courbatures. Et parfois, la propreté côtoie les frissons et la faiblesse. Mais dans les statistiques municipales, que personne n'appellerait ainsi, le résultat est visible. Moins de gales dans les quartiers riches, moins d'abcès sur le visage des domestiques, moins d'odeur de cadavres en été lors des processions. Là où la propreté est inscrite dans la loi, la saleté par habitude devient un événement digne d'une plainte. Et c'est là un autre aspect de la politique du corps. Le pouvoir apprend aux gens à ne pas se plaindre du sort, mais d'un défaut concret du service. Le savon n'est pas bon, l'eau est trop froide, l'huile est rance. Le troisième tournant préparé est administratif. L'étiquette de la cour devient un manuel. Comment s'asseoir, comment tenir ses mains, comment ne pas sentir la cuisine, comment ne pas laisser de traces de sueur sur la soie, comment allier modestie et propreté. Pour tout le monde, cela se traduit par des dépenses. Les chemises en lin propre doivent être lavées, l'huile coûte de l'argent, le temps passé au bain coûte 1 heure de vie. Mais ces dépenses deviennent un signe de loyauté, et la loyauté est un passeport pour gravir les échelons de la carrière. C'est pourquoi la résistance ne disparaît pas, mais change de forme. L'ascète, au lieu d'interdire le bain, exige l'interdiction des odeurs. Le prédicateur, au lieu de maudire tout le monde, propose des horaires plus stricts pour les femmes. L'artisan demande une réduction des droits de douane sur les tissus modestes, arguant qu'ils servent les bonnes mœurs. Et dans chaque débat de ce type, on entend la même chose. L'hygiène, c'est le pouvoir. Et le pouvoir divise la ville entre les admis et les exclus. Au niveau quotidien,
La nouvelle mode semble discrète, presque innocente. Sur les marchés, on vend des peignes et des petits ciseaux à moustache, des poudres à base de sel broyé et d'herbes, des sachets d'argile parfumée. Près des bains publics, des panneaux indiquent les horaires et les prix. Chez le barbier, un mouchoir taché d'eau de rose sèche sur un clou. Dans les rues, l'odeur de graisse rance est moins présente, car les huiles sont mieux filtrées, sinon les vendeurs eux-mêmes étoufferaient. Mais sous cette apparence lisse se cache une mathématique implacable. Une apparence propre coûte de l'argent et du temps, ce qui renforce les différences. Ceux qui peuvent se laver selon l'horaire de la cour sentent différemment et ont une apparence différente. Ceux pour qui le hammam est loin et coûte cher se contentent d'un peu d'eau dans leurs mains et d'un morceau de pain à la place d'une éponge. La ville répond à cette fracture à sa manière. Elle introduit un prix fixe pour les heures de bain, pour tous les adultes, limite les parfums coûteux dans les salles publiques, oblige les propriétaires de bains à garder un stock de serviettes propres pour les pauvres le samedi. Cela ne fonctionne jamais complètement, mais cela change le ton dans la rue. Au lieu d'insulter la débauche, on insulte les violations des horaires et l'eau sale. C'est là que se révèle l'axe du mythe contre le papier. Le mythe est simple pour l'observateur extérieur. L'Orient serait synonyme de volupté et le soin apporté à son apparence serait un masque de débauche. Le papier est ennuyeux pour le scribe urbain. Horaire des bains, montant des droits de douane, liste des huiles autorisées pour les réceptions, interdiction des odeurs fortes dans les quartiers des temples, protocole de sanction pour la contrefaçon de parfums. Le mythe promet le salut par la rigueur. Le document apporte l'ordre par la procédure. Et si l'on demande pourquoi ce sujet semble sombre, la réponse ne se trouve pas dans les parfums, mais dans le corps. Le corps d'un adulte au IXe siècle est un système vulnérable. Chaleur, froid, eau sale, infection, ulcère, variole, surchauffe, déshydratation. La politique de soins sauve une partie des corps, laissant les autres à l'écart. Le faste de la cour et la sueur de la ville ne se mélangent pas, mais entrent en conflit. Les uns qualifient la propreté d'humilité face aux règles de la civilisation, les autres de poursuite de l'hypocrisie. La fin de cette partie ne traite pas de la victoire du bon goût, mais d'une petite victoire de la bureaucratie. Plus il y a de lignes du règlement affichées à la porte du hammam, moins il reste de place pour crier « péché », et plus il y en a pour se plaindre « l'eau est froide », « l'huile est mauvaise », « la serviette est sale ». Et c'est précisément à partir de ce seuil que commencera la partie suivante. Lorsque la morale tentera de reprendre le pouvoir sur le corps par des interdictions, et que la ville répondra non pas par des mots, mais par des cachets sur les horaires et les tablettes fiscales. La réglementation de l'eau n'entre pas dans la ville comme une mode, mais comme une marque du pouvoir,
des panneaux indiquant les horaires pour la cour. Les artisans et les autres adultes apparaissent dans les bains. Sur les portes, des carrés vides pour les cachets des gardiens. À l'intérieur, un endroit pour vérifier les huiles afin qu'elles ne dégagent pas d'odeur rance. Les hammams sont ouverts par groupe afin de ne pas transformer la salle de vapeur en marché, ce qui change le discours de la rue. Les plaintes passent des oreilles des prédicateurs au livre du Muhtasib. On y note que l'eau doit être chaude le matin, que les sols doivent être lavés à la cendre et à la chaux, que les serviettes doivent être bouillies tous les X jours. Toute infraction est sanctionnée par une amende, et en cas de récidive, par la fermeture. La modestie cesse d'être une rhétorique et devient une mesure. Les épaules couvertes et les cheveux propres exigent un combustible et un travail spécifique. L'huile pour la peau est livrée depuis les banlieues. La lessive est préparée à partir de la cendre des branches d'olivier. Les paniers de myrte et de feuilles de rose sont transportés au marché avant l'aube, afin que les parfums ne s'estompent pas avant midi. Cette logistique montre que la propreté a un prix qui ne se mesure pas en compliments, mais en pièces de monnaie, en bois et en main. La cour royale franchit une étape supplémentaire. La propreté est intégrée à l'étiquette. Avant les repas, un lavage obligatoire est instauré. Les mains ne doivent pas sentir la cuisine, mais l'eau infusée. Les cheveux sont coupés au niveau du front afin qu'ils ne tombent pas dans les yeux, et le col de la chemise doit rester clair. Chez les barbiers, la mode est aux joues soigneusement rasées et à la barbe bien dessinée. Chez les femmes, aux cheveux lissés sans baume lourd, afin qu'ils ne brillent pas de gras dans la salle. Cette retenue, qualifiée de modestie, est en réalité un nouveau code de conduite à la cour, où le corps fait partie intégrante du message que l'on lit lors d'une audience. La résistance ne disparaît pas. Les experts en droit rappellent que le souci ostentatoire des odeurs détourne de la véritable modération. Et les commerçants jurent que les huiles simples ne sont en rien inférieures à celles de la cour. Mais l'économie du langage n'étouffe pas l'économie. Des boutiques apparaissent dans la ville, où l'on mélange pour les adultes de la poudre dentifrice à base de sel et d'herbes, où l'on vend des copeaux finement sciés de bois parfumé et de petits flacons en argile contenant une pâte épaisse que l'on frotte sur les cheveux avant de les sécher. Est-ce que cela a été un succès moral? Les gens en discutent sur les balustrades. Est-ce que cela a été un succès organisationnel? On peut le voir dans les registres des revenus et les horaires des bains. Le premier nœud épineux de cette partie est la saisonnalité. Le soin apporté à son apparence est adapté à la saison. Des tissus légers pour la chaleur, épais pour le froid. Pendant la saison chaude, on se lave le soir pour enlever la poussière de la rue. Pendant la saison froide, le matin, pour ne pas passer la nuit avec la peau humide.
Les parfums d'été sont plus vifs, ceux d'hiver plus doux. Cela semble être une question de bon sens, mais derrière cela se cache une nouvelle échelle de différence. Ceux qui servent près du palais peuvent s'offrir deux rituels: l'eau et les vêtements de saison. Ceux qui vivent loin des bains chauffent l'eau dans des cruches en argile et gèlent devant la porte. La ville tente d'atténuer officiellement les disparités. Elle instaure des heures préférentielles pour les adultes pauvres une fois par semaine, autorise l'importation en franchise de droits d'huile d'olive bon marché pour les bains à condition qu'elle soit bouillie, et oblige les propriétaires de hammams à garder un stock de serviettes simples. Il s'agit d'un compromis comptable et non d'un sermon dans lequel on entend le souffle sec de l'administration. Qu'ils se disputent sur les mœurs, nous compterons les sous et les pièces. Le deuxième nœud est la sécurité. La saleté pénètre facilement dans l'eau et les huiles. Les barbiers coupent avec des couteaux qui ont servi hier à tailler des plumes d'oie. Les baumes bon marché provoquent des inflammations derrière les oreilles. Dans le froid, les gens attrapent froid sur le chemin du retour après le bain. Les gardiens des bains enregistrent les cas de fièvre. Les conseils médicaux se résument à des mesures simples: se réchauffer la poitrine, ne pas s'asseoir sur une pierre froide, sécher ses cheveux avec un chiffon en lin, ne pas utiliser de mélange rance. Les décès dus à la mode ne sont pas rendus publics. Les enterrements ont lieu rapidement et sans chant, comme le veut la coutume. Mais lors des épidémies saisonnières de toux, ce sont surtout ceux qui économisent le combustible qui en souffrent. Et c'est là le côté sombre de la politique du corps. Le soin apporté à son apparence protège la cour et les proches, laissant sur le bord de la route ceux qui se lavent avec l'eau d'une cruche et sèchent leurs cheveux près d'un poêle qui fume. La ville le constate indirectement, par l'augmentation des dépenses en charbon pour les hôpitaux et par l'apparition de capes en laine bon marché dans les listes d'aumônes. Le troisième nœud est l'odeur publique. Autour des quartiers des temples, une interdiction tacite des odeurs fortes est instaurée afin de ne pas mélanger les espaces rituels avec le marché des odeurs. Les propriétaires de boutiques sont condamnés à une amende si les odeurs se répandent dans la rue pendant les heures de prière. Cette décision élimine l'accusation de débauche en la transférant dans le registre technique. Ce n'est pas un péché, mais un non-respect des limites. Ce n'est pas de la débauche, mais une violation du régime du quartier. La politique du corps déplace ainsi le débat avec les moralistes vers le domaine des plans et des cartes. Les plans indiquent où les odeurs peuvent être plus fortes, où elles doivent être plus faibles, où elles sont totalement interdites. Les plaintes cessent d'être un cri général et deviennent une affaire concrète. Heure, lieu, type de mélange, nom du propriétaire. L'espace réservé à la démagogie diminue, mais le pouvoir du scribe augmente. Sans enregistrement, il n'y a pas d'infraction.
sans infraction. Il n'y a pas d'amende, sans amende. Il n'y a pas d'ordre. Ainsi, l'éthique se transforme en géométrie, et cette géométrie est un moyen de contrôler la ville. Pendant que les dirigeants discutent, les gens ordinaires se défendent avec leurs mains. Dans les ateliers urbains, on améliore la filtration des huiles. On les filtre à travers un tissu. On les laisse reposer dans des pièces fraîches. On vérifie les bulles sur une cuillère. Les poudres dentifrice sont séchées sur des plaques jusqu'à ce qu'elles soient croustillantes pour éviter qu'elles ne moisissent. Les brosses à cheveux sont coupées plus serrées pour ne pas tirer la peau. Tout cela n'est pas une question de luxe, mais de pratique. Si le produit est mauvais, l'acheteur est adulte et exigeant. Il revient avec une plainte au muhtasib, et la plainte coûte de l'argent. Le système réagit plus rapidement à l'économie qu'au sermon. Et c'est précisément là que le mythe l'Orient est synonyme de débauche et démenti. Aucune débauche n'aime les retours de marchandises et les amendes. Mais la discipline, oui. La mode de la modestie attire le marché et le rend docile là où résonne le sceau. Les critiques ne reculent pas. Ils changent d'angle d'attaque. Au lieu d'accusations générales, ils s'attaquent à des détails particuliers, comme la douceur excessive des serviettes, les ablutions trop fréquentes avant les repas, les heures des femmes qui détourneraient prétendument de la modestie. La réponse de la Cour se trouve dans le règlement. Suppression des montres, entrée fermée, interdiction de parler dans le hammam, amende pour bruit. Tout cela semble sec, mais agit comme un bouclier. Les règles couvrent la logique du péché, ne laissant aux critiques que la forme de la pensée, sans levier. Et ici, on voit le résultat du deuxième tour de l'histoire. Le soin apporté à son apparence s'impose non pas comme une question de goût, mais comme une question d'ordre. L'ordre des routes, exigeant et parfois cruel envers les pauvres, mais c'est aussi le langage du pouvoir, celui des listes, des livres et des tampons. La fin de cette partie est inévitable et peu spectaculaire. La ville n'a pas vaincu le vice, elle a établi un emploi du temps. Dans les hammams, on indique les heures pour la cour, l'artisanat et les femmes adultes. Sur les marchés, on normalise les prix des huiles simples et on interdit les contrefaçons bon marché. Dans les quartiers, on diffuse des odeurs fortes et un silence rituel. Dans le trésor public, on alloue une ligne budgétaire aux revenus provenant des bains et des droits de douane sur les parfums. Le soin apporté à l'apparence n'est plus une initiative privée, mais fait désormais partie intégrante de la machine urbaine. Cela ne le rend pas plus beau, mais plus honnête. Moins de belles légendes, plus de registres d'inventaire. Et si l'ombre est toujours froide et que les pauvres continuent de se sécher les cheveux près du foyer, les salles publiques sont devenues plus propres et plus silencieuses.
et le discours sur la modestie a cessé d'être un moyen de domination étrangère pour devenir une forme de régulation qui peut être contestée par voie de recours. Plus loin, l'histoire nous mènera à la manière dont ce système commencera à exporter sa propre norme dans les villes voisines et comment, sur la base de cette norme, apparaîtront les premiers impôts sur le luxe, non pas dans les sermons, mais dans les registres. La norme de propreté commence à se répandre sur les routes avec les marchandises et les chansons. Les marchands emportent de Cordoue non seulement des tissus et des médicaments, mais aussi des instructions. Comment dissoudre la cendre pour obtenir de la lessive? Combien de temps laisser reposer les eaux parfumées? Comment sécher les serviettes pour qu'elles ne sentent pas le moisi? Dans les villes voisines, des bains publics apparaissent avec des horaires cordouans, les barbiers copient la manière de couper les cheveux, et les boutiques d'huile affichent de petites planches avec la liste des mélanges autorisés pour les salles publiques. Là où il n'y a pas de cour, ce sont les maisons riches qui jouent le rôle de référence. Lorsqu'elles reçoivent des invités, elles reproduisent les rituels de la cour. Se laver les mains avant le repas, sentir légèrement le myrte sur les mains, ne pas avoir l'odeur de la cuisine sur les vêtements. Ainsi, une mode étrangère devient la norme de comportement pour les adultes qui souhaitent participer à la vie urbaine sans risquer d'être mis à l'écart. À ce stade, une nouvelle fracture apparaît. Ceux qui ont accès à l'eau et aux huiles acquièrent un moyen supplémentaire de dire « Nous sommes des nôtres », tandis que ceux qui n'y ont pas accès entendent un refus tacite. Une fois de plus, le papier façonne le monde. Les registres municipaux mentionnent désormais les heures d'accès privilégiées aux bains publics. Les échoppes affichent des notes indiquant les contrôles effectués. Et le Trésor public enregistre les droits de douane totaux sur les résines importées et les eaux florales rares. La résistance à la réforme ne disparaît pas. Elle mûrit. Une partie des érudits accepte les bains, mais exige des mesures strictes pour les odeurs et les coiffures. Ils appellent cela la défense de la modestie, mais leur ton laisse transparaître la politique, qui a le droit d'être une référence et qui doit apprendre l'humilité dans la file d'attente. En réponse, la ville change d'instrument. Au lieu d'interdiction générale, elle instaure des licences et des examens. Les barbiers sont tenus de garder leurs instruments propres, un livre de réclamation est introduit dans les bains, et les vendeurs de parfums sont tenus de conserver un échantillon pour contrôle par le muhtasib. En cas d'infraction, une amende et une fermeture temporaire sont prévus. Pour les moralisateurs, cela ressemble à une défaite. Ils proposaient le fouet des mots, mais ont obtenu un tampon sur l'emploi du temps. Pour la cour, c'est la victoire de l'ordre sur le bruit. Pour les artisans, c'est un nouvel escalier où, à chaque marche, on ne leur demande pas leur âme, mais les règles de sécurité.
Cette technique est cruelle. Un artisan adulte est privé de son salaire pendant une semaine pour avoir utilisé un baume périmé, et sa maison s'enfonce dans les dettes. Les registres montrent ses chutes, et c'est plus sombre que n'importe quel sermon. L'exportation de la modestie cordoine a des effets secondaires. Un marché clandestin de parfums puissants, interdit dans les quartiers des temples et à proximité de la chancellerie, fait son apparition. Ils sont vendus la nuit dans des sachets sans étiquette. Leur parfum tient plus longtemps, mais irrite la peau et provoque des éruptions cutanées par temps chaud. Les notes des médecins font état d'une augmentation des inflammations chez les adultes revenus de rendez-vous secrets, et la ville réagit non pas par des sermons, mais par des descentes. On recherche des traces non pas à partir de rumeurs, mais à partir de taches sur les tissus et les murs des boutiques. À proximité, le contrôle du savon est renforcé. La lessive est préparée dans les cours communes. Et si de la pourriture tombe dans la cuve, des brûlures cutanées sont garanties. Plusieurs cas scandaleux où des adultes sortent du bain avec des rougeurs et des douleurs sont consignés de manière laconique et sans détail. Mais ils suffisent pour introduire une norme sur les lots d'essai. Cela ne rend pas le monde plus sûr, mais oblige à attendre 24 heures avant la vente. La surveillance transforme le risque de l'ordinaire en exception. Et c'est précisément là que réside l'horrible honnêteté du système. Le deuxième niveau du conflit est le langage vestimentaire. Le code de la cour dicte non seulement la propreté, mais aussi la mesure saisonnière des couleurs et des tissus. Et les villes le comprennent. Les teintes modestes ont une priorité tacite lors des réceptions. Les teintes vives sont reléguées aux jours de foire. Les étiquettes pour les réceptions, pour la rue, pour la maison, apparaissent dans les magasins. Et elles ne concernent pas le goût, mais l'accessibilité. Les moralistes critiquent cette logique, y voyant un nouvel escalier de la vanité, et ils n'ont pas tort. Cet escalier est bien réel. Mais dans la machine urbaine, les échelles sont le principal moyen de déplacement. C'est pourquoi, parallèlement à la palette royale, une règle est établie pour les rues. Un ensemble de couleurs pour le deuil, un autre pour les fêtes, un troisième pour les quartiers des temples. Cela évite les disputes sur place et transfère le conflit là où les scribes et les gardes prennent les décisions. Dans cette traduction des sentiments sur le papier, on entend ce qui rend cette histoire inquiétante. La pureté et la modestie deviennent une infrastructure, et l'infrastructure ne s'intéresse pas à l'âme. Le troisième niveau est celui de la cuisine et de la respiration. L'interdiction des odeurs de cuisine fortes dans les salles de réception entraîne des changements dans la vie quotidienne. Il est interdit au personnel du palais de préparer des plats chauds à proximité des salles d'audience. Sur les marchés, une règle est introduite pour emballer les produits gras afin qu'ils ne saturent pas l'air.
Dans les magasins d'épices, le broyage des mélanges est limité afin que la poussière ne pénètre pas dans les pièces voisines. Les gardes ne recherchent pas la débauche, ils recherchent des particules. Cela semble ridicule jusqu'à ce qu'un adulte souffrant d'une toux chronique soit pris d'une première crise d'étouffement. Après plusieurs cas tragiques où des personnes se sont effondrées au milieu d'une salle bondée, les cantons urbains envoient une circulaire indiquant où il est possible de broyer, où il est possible de faire frire, où il est obligatoire de placer une cruche d'eau. Une fois de plus, la morale cède le pas à l'hygiène. Ce n'est pas le péché, mais la poussière. Ce n'est pas la honte, mais la graisse dans l'air. Pour certains, cela ressemble à une victoire de la raison, pour d'autres, à une victoire du bon goût sur les pauvres, pour qui la cuisine est la seule pièce chauffée. Au même moment, les leçons de civilité fleurissent. Les adultes qui aspirent à monter en grade paient des barbiers et des tuteurs pour qu'ils leur enseignent les bonnes manières. On leur apprend à ne pas regarder vers le foyer, à se frotter les mains avec de l'eau infusée avant de serrer la main, à ne pas laisser de traces de graisse sur les tissus, à changer de chapeau selon la saison. Les cours sont chers et se paient en temps. Ceux qui n'en ont pas les moyens sont trahis par la ville. Barbe rugueuse, cheveux qui sentent la fumée, égratignure due à une brosse rugueuse. Il n'y a pas et il n'y aura jamais de justice, et c'est là que la doctrine de la modestie montre ses dents. Elle est juste comme l'ordre et injuste comme l'échelle sociale. Le papier ne fixe pas l'égalité, mais les lignes directrices. Au niveau de la cour, la propreté devient un système de mots de passe. Un visage propre, une odeur douce et l'absence de traces de cuisine sur les vêtements sont le signe que la personne est venue pour affaire et comprend les règles. Cela facilite la vie des fonctionnaires, qui sont tenus d'écarter les demandeurs occasionnels, et complique la vie de ceux qui vivent du travail de leurs mains. La ville tente d'atténuer le choc. Elle installe des lavabos publics gratuits dans certains quartiers, distribue du dentifrice simple dans les dispensaires, exige des bains publics qu'ils fournissent des serviettes aux adultes pauvres le samedi. Ces mesures ne changent pas l'échelle sociale, mais créent des brèches dans lesquelles s'insinue la dignité humaine. Les gens le ressentent dans leur chair. Moins d'humiliation fortuite à l'entrée des lieux où se décident les destins, moins de raisons d'avoir honte aux portes. Le plus cruel dans ce système, c'est sa capacité à survivre à ceux qui l'ont inventé. Les noms disparaîtront, mais les plaques, les listes et les droits resteront. Les hammams fonctionneront selon l'horaire. Les barbiers passeront des contrôles. Les boutiques conserveront des échantillons. Les muhtasibs compteront les amendes. Cela signifie que la modestie cordoine survivra en tant que partie utile de la machine urbaine, adaptée
aux besoins réels du corps et du pouvoir. Dans la légende, on appellera cela la victoire du bon goût sur le vice. Dans le document, on parlera de stabilisation des revenus et de réduction des odeurs nauséabondes dans les rues. Pour les vivants, ce sera plus simple. Moins de gales et d'ulcères purulents chez ceux qui se lavent et se sèchent les cheveux. Plus de fatigue chez ceux qui paient pour être plus propres. Et là où le mythe continuera à dire « L'Orient est synonyme de débauche », le papier mettra les choses au clair. Le temps des bains, la mesure des odeurs, le prix de l'huile, et proposera de considérer la ville comme un organisme dans lequel le soin de soi n'est ni un péché ni une parure, mais un moyen de ne pas tomber malade et de ne pas sentir mauvais lors d'une rencontre avec les autorités. Ensuite, voici ce qui se passera. Les premiers prélèvements spéciaux pour les luxes superflus apparaîtront dans les registres, et le débat passera définitivement des sermons à la comptabilité. Le point culminant arrive plus discrètement que ne l'avaient prévu les moralisateurs. Au lieu d'interdire bruyamment les parfums et les coiffures, la ville met sur la table des planchettes avec de nouveaux tarifs. Pour les résines importées, une taxe majorée. Pour les huiles simples destinées au bain, au contraire, une taxe réduite, afin de ne pas éloigner les adultes pauvres de l'eau. Les statuts des hammams sont réécrits de manière à ce que chaque quartier affiche les mêmes horaires. Horaires pour la cour, horaires pour l'artisanat, horaires pour les femmes adultes. Obligation de faire bouillir les serviettes à une fréquence déterminée. Interdiction de parler fort et de mettre de la musique. Mention spéciale pour les personnes fragiles et malades qui sont autorisées à rester plus longtemps. Les muqtasibs ont désormais pour tâche de vérifier non pas la piété, mais la technique, la propreté des couteaux des barbiers, la transparence des infusions, la température de l'eau. La vague de plaintes qui se dirigeait auparavant vers les prédicateurs se déverse désormais dans les registres des chancelleries. Désormais, la débauche est remplacée par une ligne sur l'amende pour un baume rance ou un sol non séché dans le vestiaire. C'est ainsi que la modestie est transformée en norme administrative. Non pas un état d'esprit, mais la géométrie des horaires et des colonnes dans les consommables. En réponse à la résistance, la ville prend une autre mesure, la plus cruelle dans sa sévérité. Elle introduit un registre des luxes. Là où les odeurs et les tissus dépassent la mesure de la modération publique, une taxe supplémentaire est prélevée. Dans la pratique, cela se présente sous la forme d'un simple tableau affiché sur les portes du bureau des impôts, tant pour les résines rares, tant pour les peintures plus vives que celles autorisées dans les salles, tant pour les peignes décorés en bois rare, s'ils sont destinés à des réceptions. La formule officielle explique cette taxe par la modération des excès pour le bien de l'ordre, mais le sens officieux est évident. Faire payer le désir de se démarquer,
régler les conflits à la caisse plutôt que sur la place publique. Après de telles mesures, l'atmosphère dans les rues devient un peu plus calme. On se dispute moins au coin des rues, on discute davantage dans les files d'attente devant les bains et les boutiques. Les courtisans appellent cela la civilisation. Les artisans, l'ordre, et ceux qui vivent au jour le jour, simplement un nouveau tribut au temps et à l'eau. Cependant, le monde administratif n'annule pas le monde humain. En hiver, dans les hammams, on tombe encore de froid si on s'est gelé sur le chemin du retour et qu'on n'a pas trouvé où se réchauffer. En été, la peau brûle à cause des additifs bon marché si on n'a pas eu assez d'argent pour une bonne infusion. Dans les boutiques, on triche en diluant l'eau de rose, et alors des boutons apparaissent sur les joues et la gorge est irritée par la poudre bon marché. Ces faits ne sont pas des légendes, mais figurent dans les listes des petits hôpitaux, où les dépenses pour les médicaments contre les inflammations cutanées et les décoctions contre la toux sont indiquées séparément. Parfois, la charité municipale prescrit aux adultes pauvres l'accès gratuit aux bains publics un jour par semaine, ce qui les sauve du froid plus que tous les sermons. Parfois, au contraire, une nouvelle taxe sur les huiles importées réduit le maigre revenu de quelqu'un, et la personne qui s'accrochait à son apparence soignée comme à une bouée de sauvetage tombe dans les eaux troubles d'une vie misérable. La politique du corps, même lorsqu'elle devient théorique, n'en reste pas moins une lutte pour respirer. Dans cette lutte, on entend les décisions de certains adultes dont dépend l'issue. À la porte du hammam, le gardien aux mains gelées, qui sait que l'eau est à peine tiède la nuit, permet à une tisserande revenue du marché de rester plus longtemps que ne le prévoit le panneau, et ferme les yeux sur le sablier. Le barbier, dont les couteaux sont déjà vieux, refuse de prendre dans son fauteuil un client qui a une inflammation derrière l'oreille, même s'il avait besoin d'argent, et l'envoie à l'hôpital, car il comprend le prix de la souffrance d'autrui en cette saison des rhumes. La marchande d'huile refuse de faire une remise sur le reste rance à un serviteur qu'elle connaît, bien que celui-ci promette de passer l'affaire sous silence et apporte une bouteille de Muktasib afin d'assumer publiquement sa responsabilité, plutôt que de jeter le discrédit sur sa boutique. Le greffier, chargé de transcrire les normes du registre du palais dans la charte de la ville, inscrit la clause relative aux serviettes gratuites pendant la saison froide comme obligatoire et non comme recommandée, car il comprend que la vie de quelqu'un en dépend et non sa réputation. Ces décisions ne modifieront pas le barème des droits de douane, mais elles changent l'atmosphère qui entoure les chiffres. Les fakirs et les prédicateurs dont la force réside dans la parole forte s'éloignent des accusations ouvertes et se tournent vers des piques sélectives. Ils ne frappent pas sur l'eau, mais sur le vernis, non pas selon un calendrier, mais selon leur cœur. La ville répond par une réponse simple, à laquelle elle s'est habituée depuis plusieurs années. Ici,
le cœur n'est pas un sujet de discussion, mais la santé l'est. Les odeurs ne sont pas une déchéance des mœurs, mais un outil de cohabitation dans la salle. La modestie n'est pas de la cendre sur les cheveux, mais l'absence de démonstration obsessionnelle. Une courte formule est ajoutée à la charte, qui n'est pas discutée pendant des heures, mais simplement appliquée. Que l'odeur suive l'homme de près, sans le précéder ni le suivre. Cette mesure est technique, comme celle de la profondeur du bassin pour les ablutions, mais c'est elle qui met fin au débat en traduisant la morale en termes physiques. En fait, la ville reconnaît que la modestie est le silence des signes, et non une pauvreté ostentatoire. À la fin de ce parcours, Cordoue semble différente. Dans les caisses, on trouve des lignes bien ordonnées indiquant les revenus provenant des bains et des taxes sur les parfums. Dans les statuts, des cartes indiquant les zones de silence et d'odeur. Dans les boutiques, des échantillons portant le sceau du muhtasib. Aux portes des bains, des listes d'horaires pour différentes catégories d'adultes. Chez les barbiers, des couteaux usés mais propres. Dans les cimetières, on creuse encore des tombes trop tôt et trop souvent, car aucun ordre ne supprime la fièvre et la pauvreté. Mais les morgues sentent moins mauvais en été. Et c'est aussi un résultat. Le mythe L'Orient est synonyme de débauche. Meurt dans cette ville, non pas dans la controverse, mais dans la comptabilité. Il est étouffé par le bruit des plumes sur le parchemin et le sifflement discret de la vapeur dans les salles en pierre. La cour défend la civilisation comme une discipline. La ville fixe les horaires des bains et les taxes sur le luxe. Le marché apprend à filtrer les huiles. Les pauvres obtiennent pour eux-mêmes des couloirs étroits, mais qui mènent à l'eau. Ce n'est pas un conte de fées, mais un simple équilibre de survie. Dans un tel dénouement, la décision humaine reste la dernière mesure du sens. Ne pas exiger du corps des démonstrations qu'il ne peut supporter. Ne pas confondre l'apparence soignée avec un privilège là où elle est une nécessité sanitaire. Ne pas laisser les sermons supplanter les plaintes, ni les plaintes dégénérer en injures vides de sens. Ceux qui ont pris cette mesure ont laissé des traces, une marche supplémentaire près du lavabo dans le quartier des pauvres, une réserve de serviettes chaudes pendant les jours de froid, une note sur l'entrée gratuite le samedi, une amende remboursée pour un échantillon honnête dans une parfumerie. C'est là que réside la logique finale de cette histoire. La propreté comme langage commun, la modestie comme absence de violence par l'odeur et le regard, la soigner comme signe de respect pour le souffle d'autrui. Et là où la légende tente encore d'appeler tout cela débauche, il existe un document qui montre clairement que la ville a choisi non pas la honte et la honte, mais la procédure. Et c'est précisément cette procédure, avec ses cachets ennuyeux et ses plaques peu élégantes,
qui a donné aux adultes la chance de vivre côte à côte sans s'étouffer les uns les autres et sans payer de leur sang la mode des autres. Le dernier rebondissement de la controverse rend la ville encore plus austère et précise. Aux horaires des bains et au registre des droits de douane s'ajoutent de brèves instructions sur la modération publique, dans lesquelles la soignée est dissociée de l'élégance et cachée dans la technique de la vie commune. Il y est écrit que les adultes doivent entrer dans la salle sans odeur de cuisine et sans produits collants dans les cheveux, que les mains doivent être propres et sèches avant de serrer la main, que les parfums forts ne sont pas appropriés en public, mais dans la sphère privée après s'être lavés. Ce vocabulaire succinct, créé par des fonctionnaires et des barbiers, n'est pas très élégant, mais il est efficace. Les plaintes diminuent, les conversations raccourcissent, les responsabilités se précisent. Et plus le document est sec, plus le mythe s'estompe. Les légendes sur la débauche de l'Orient ont du mal à s'imposer là où règne l'ordre, l'eau, la lumière, les serviettes et les couteaux. À côté, une protection sociale se met discrètement en place, non par charité, mais par calcul. Dans les quartiers, les bains sont tenus de garder les lavabos à l'extérieur lorsqu'il fait chaud et de laisser sortir la vapeur par petites portions en hiver, afin que personne ne s'évanouisse en sortant dans le froid. Les barbiers sont pénalisés pour les coupures et les brûlures, mais ils sont autorisés à déduire la moitié de la pénalité si la victime adulte a reçu des soins gratuits à l'hôpital. Les parfumeries bénéficient d'une réduction de leurs taxes à condition que, certains jours, elles distribuent de l'eau infusée à ceux qui n'ont pas d'argent. Cela ne supprime pas les différences, mais éloigne une partie des corps du précipice. En été, il y a moins d'évanouissements devant les portes des hammams en hiver, moins de tout dans les files d'attente devant les mendiants, et, dans les hôpitaux, plus de linge propre. Paradoxalement, ce sont les impôts qui sauvent une partie des pauvres. Ils servent à payer le bois et les serviettes pour tous les adultes pendant les semaines de grand froid. Personne ne prie pour cela. C'est simplement calculé. Pendant ce temps, la norme de modestie, comme silence invisible des signes, s'installe là où régnait auparavant le bruit des prix et des classes sociales. Dans les salles d'accueil, on ne tolère plus les couleurs vives, non pas par mépris de la pauvreté, mais par respect pour le souffle des autres. Sur les marchés, on instaure la règle stricte d'emballer les produits odorants afin que leur odeur ne rende pas la rue invivable. Autour des quartiers des temples, on établit une carte des parfums légers et les jours fériés, on aère les fenêtres à heures fixes. Tout cela ne rend pas le monde plus doux, mais plus prévisible. La prévisibilité s'avère être la meilleure modestie. Là où chacun sait quand il peut se laver, quand il peut sentir et quand il doit se taire,
il y a moins d'humiliations et moins de collisions accidentelles, dans lesquelles celui qui a le portefeuille le plus mince est toujours coupable. Une partie des scientifiques, qui critiquaient encore récemment le soin apporté à son apparence comme un masque de débauche, passent dans le camp de la sobriété sanitaire. Ils adoptent le langage des accords. Combien d'heures est-il acceptable de garder l'eau chaude pour ne pas priver le quartier de combustible? Quelle mesure de l'odeur est considérée comme décente pour l'auditoire afin de ne pas gêner la parole? Ou installer les lavabos pour ne pas transformer les escaliers en flaques d'eau? Cette alliance est inattendue et donc importante. Au lieu d'une rhétorique punitive, les notes théologiques contiennent désormais des réserves sèches sur la mesure corporelle. On pourrait croire que c'est une victoire de la cour. En réalité, c'est une victoire de la ville, qui a réussi à traduire les inquiétudes morales en tableaux et en cartes, et ainsi à se débarrasser d'une partie de la honte inutile. Le mythe perd de son importance lorsqu'il est relégué dans un classeur. L'économie est la première à s'adapter. Des marques d'ateliers apparaissent chez les barbiers et les savonniers. Qui a le droit de servir les réceptions? Qui les bains pour tous les adultes? Qui ne peut fabriquer que des poudres dentifrice? Dans les boutiques de parfums, des échantillons portant le sceau du muhtasib sont accrochés. Les fournisseurs de serviettes affichent des certificats attestant que les lots ont été bouillis, avec indication du jour et de l'heure. Toute infraction n'est désormais plus un motif de sermon, mais un motif de sanction. La sévérité n'est pas dissimulée. Les maîtres artisans adultes perdent leur gagne-pain pour un mélange rance ou un couteau sale. Mais cette sévérité s'accompagne d'une fierté professionnelle grandissante. Là où l'on était autrefois fier de l'intensité des odeurs, on est désormais fier du silence, de la capacité à sentir discrètement, de la propreté des couteaux, de la capacité à ne pas se brûler et à ne pas se couper. C'est là une nouvelle forme d'honneur, moins hypocrite que n'importe quelle ascèse ostentatoire. L'honneur ne réside pas dans les mots, mais dans les actes. La politique du corps laisse toujours des ombres. Dans les banlieues, l'eau est toujours rare et les adultes se lavent dans des cruches. Dans les cours bon marché, les serviettes sèchent à la fumée, ce qui leur donne une odeur de suie. Par temps chaud, certains économisent l'huile en se frottant les cheveux avec n'importe quoi, ce qui provoque des éruptions cutanées. La ville ne fait pas semblant d'ignorer ces zones d'ombre. Elle apprend simplement à ne pas mentir en qualifiant la saleté de péché et la propreté de débauche. Pour les quartiers délabrés, on prescrit des journées de l'eau libre, où l'on peut se laver gratuitement. Pour l'artisanat, des lots bon marché de savon simple. Pour les boutiques, un contrôle strict des infusions pendant les mois chauds. Dans cette sobriété, la ville est plus effrayante que n'importe quel sermon, car elle reconnaît la vulnérabilité des corps et choisit la routine plutôt que la honte. La routine est longue. Faire bouillir, aérer, se taire, filtrer, décanter,
séchée, et c'est elle qui maintient ce qu'aucun mythe ne peut maintenir, la vie à proximité. Sur les longues routes, le nom du monde impâlit, mais la règle elle-même perdure. Dans les capitales voisines, on introduit, à partir de listes empruntées, des zones calmes autour des bureaux et des temples. On copie les horaires des bains publics. On prélève des taxes similaires sur les excès de résine. Et on prescrit des serviettes gratuites aux adultes pauvres. Parfois, ces mesures se transforment en matraques. Les amendes sont plus élevées que l'aide apportée. Et alors la modestie redevient un fardeau étranger. Mais là où les fonctionnaires savent compter non seulement l'argent, mais aussi les respirations, le résultat est le même. Moins d'odeur, moins d'infections cutanées, moins de pleurs à l'entrée, où certains ont été refoulés à cause d'une odeur indécente. La différence entre la légende et la chronique est ici simple. La légende cherche un coupable. La chronique cherche la température de l'eau. Le dénouement final est humain. Ce ne sont pas les dirigeants ni les moralistes qui décident de l'issue, mais des gens anonymes qui font chaque jour des choix. Le gardien qui retarde la fermeture du bain de quelques minutes pour ceux qui viennent du marché. Le barbier qui passe 1 heure de plus à faire bouillir ses instruments, même si personne ne le verra. La commerçante qui ne dilue pas l'eau infusée, consciente de la valeur de la peau d'autrui. Le scribe qui ajoute une petite clause au règlement sur le droit des adultes fragiles à 1 minute supplémentaire de chaleur sans être puni. Ces décisions ne sont ni glorieuses ni belles, mais elles constituent ce qu'on appelait la civilité quand on voulait faire l'éloge de la cour, et la modestie quand on voulait modérer son langage. En réalité, il s'agit de la même capacité. Prendre soin du souffle d'autrui sans nuire au sien. Le résultat s'entend sans fanfare. Le mythe L'Orient est synonyme de débauche. S'effrite à l'entrée du hammam, où flottent des odeurs d'eau chaude, de cendre et de myrte, et où une affiche indiquant les horaires et les amendes est accrochée au mur. Ce document empêche la ville de crier, l'obligeant à parler en chiffres. Tant d'heures d'eau chaude, tant de silence, tant de taxes sur le surplus, tant de serviettes gratuites pendant la saison froide. La saleté ne disparaît pas, mais cesse d'être la norme. La propreté ne devient pas un luxe, mais reste une discipline. La modestie renonce à son rôle de matraque et devient plus discrète, comme une légère trace de propreté qui ne précède pas l'homme et ne le suit pas comme une traînée. Le plus important dans cette issue, c'est le choix des vivants. Ils ont accepté des règles qui ne sont pas humiliantes et ont renoncé à une rhétorique honteuse qui ne lave rien. Ainsi, la politique du corps est devenue ce qu'elle doit être en ces temps difficiles. Non pas une pose ou une danse du goût, mais un art de survivre que l'on peut vérifier avec la main sur une serviette, avec la peau dans un hammam,
avec le souffle dans une salle commune où il est désormais possible d'être ensemble.